notre invité Raphaël Morave, qui est ambassadeur d'Israël en France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. L'armée israélienne a intensifié ses bombardements sur Gaza ces derniers jours, ces dernières heures. Israël ne lance pas son offensive terrestre sur Gaza. Pourquoi ? Pour le moment, elle ne lance pas son attaque terrestre, car il y a sans doute des préparatifs encore à faire. Il y a des renseignements encore à récolter. Et il y a la question des otages qui est toujours... Qui freine l'offensive terrestre, qui empêche aujourd'hui Israël de lancer son offensive dans Gaza. Non, empêche, je ne dirais pas, mais qui peut freiner et qui est un facteur qu'on doit tenir compte. Voilà. N'y a-t-il pas des dissensions au sein du cabinet de guerre, comme je l'ai lu dans plusieurs journaux, et notamment des journaux américains ? C'est fort possible. Nous sommes un État démocratique. Il y a la diversité des opinions. Et ce que l'armée voit, ce n'est pas forcément ce que les politiciens voient. Et c'est normal. C'est normal. Pression de Washington aussi, peut-être. Non ? Peut-être aussi. Peut-être aussi, oui. Bon, donc oui. Peut-être, ça veut dire quoi ? Ça veut dire oui ou ça veut dire non, peut-être ? Non, c'est-à-dire que c'est possible. Nous sommes en forte coordination avec les Américains. Le président Biden a fait une visite en Israël il y a quelques jours. Oui. Et on tient compte des positions américaines. Voilà, c'est pas une question de pression, mais c'est question de tenir compte des positions de nos alliés, également de la France et d'autres. Alors, à propos des États-Unis, je lis Barack Obama, des milliers de Palestiniens morts à Gaza, plus de 2000 enfants, investir militairement la bande de Gaza aggraverait la crise humanitaire. La stratégie militaire d'Israël doit respecter le droit international. Cette stratégie pourrait se retourner contre Israël, éroder le soutien mondial à Israël. C'est ce que déclare Barack Obama. Que lui répondez-vous ? Je répondrai que nous prenons toutes les mesures pour effectivement ne pas tomber dans le piège du Hamas qui souhaiterait avoir le maximum de pertes civiles. Et c'est une des raisons pour laquelle l'offensive militaire sur le terrain n'est pas encore exécutée. Justement, c'est pour pouvoir mettre en œuvre une opération chirurgicale, ce qu'on appelle, et en même temps permettre la population civile de la ville de Gaza, j'insiste. De la ville de Gaza. De se retirer à 20 km, donc c'est un peu comme Paris et Versailles, et afin de nouveau d'éviter les pertes civiles. Et voilà, donc en fait, je suis d'accord avec M. Obama qu'il ne faut pas tomber dans le piège que le Hamas voudrait nous pousser dans. Oui, mais tuer des enfants à Gaza, ce qui est le cas. Non, alors ce n'est pas du tout Il n'y a pas d'enfants qui meurent à Gaza sous les bombes israéliennes. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, ce que je dis, c'est que ce n'est pas l'intention et ce n'est pas la cible de l'armée israélienne. J'imagine. Voilà. Oui, non, tout à fait. Non, c'est important de le souligner. Oui. Et même en prenant toutes les précautions, il peut y avoir malheureusement des cas collatéraux. Et dans ce cas-là, c'est très regrettable. Et je dis bien, c'est pas dans notre intention ni dans d'avoir des dégâts collatéraux, comme vous dites. Oui. Couper l'eau, l'électricité, priver la population de nourriture et de médicaments. Est-ce se défendre ? Alors, premièrement, il n'y a pas de problème de nourriture et il y a, selon le droit international, on n'a pas l'obligation de ravitailler son ennemi. Donc, il est hors de question qu'on va ravitailler le Hamas d'électricité ou d'essence qui va être utilisée, bien sûr, pour leur machine militaire. Et la population qui s'évacue vers le sud, elle a de l'eau et elle a également les moyens qui sont fournis par l'aide humanitaire. Donc, il n'y a pas de focus. Est-ce qu'Israël commet des crimes de guerre à Gaza ? Définitivement non, certainement pas. On se soumet au droit international d'une manière scrupuleuse et ce n'est pas du tout le cas. Non. Oui, ce n'est pas ce que dit le secrétaire général de l'ONU. Vous avez vu ses déclarations ? Je le cite, il condamne les violations claires du droit humanitaire à Gaza. J'ai vu qu'Israël avait réagi, pas de visa pour l'ONU. C'est cela, monsieur l'ambassadeur ? Écoutez, le droit international n'oblige pas à fournir une aide humanitaire. Le droit international exige qu'on n'empêche pas l'acheminement d'aide humanitaire, et c'est le cas. Israël a bien permis, on a vu même ce matin qu'il y a eu encore un nouveau convoi d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Donc ce que le secrétaire général dit est tout à fait faux, malheureusement. Et tout à fait faux. Ce que vous dites, monsieur l'ambassadeur. Oui. Mais
Le président Macron était en Israël, il est aujourd'hui en Jordanie. Hier, il est passé par Ramallah, il a rencontré l'autorité palestinienne. Emmanuel Macron demande des pauses humanitaires ou des trêves humanitaires. Est-ce que des pauses ou des trêves humanitaires seront observées ? Alors, je voudrais comprendre quel est le sens de trêve humanitaire. Est-ce que cela veut dire que d'une part, Israël arrête de bombarder les cibles militaires du Hamas, mais en même temps, ils peuvent continuer lancer des roquettes d'une manière sans distinction sur la population israélienne? Non, ça c'est hors de question un genre de trêve. Si on veut parler de trêve, c'est trêve de cessation de tout tir des deux côtés. Et si on parle de trêve humanitaire, il faut les otages. Il y a plus de 220 otages qui sont tenus dans la bande de Gaza, qu'on ne sait pas leur sort, qui n'ont pas eu la visite de la Croix-Rouge. Donc, si on parle d'une trêve humanitaire, c'est également, et premièrement, je dirais, une visite des otages par la Croix-Rouge. Un cessez-le-feu est possible ou pas ? Parce que beaucoup appellent à un cessez-le-feu. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël est prêt à observer un cessez-le-feu à Gaza ? Vous devez comprendre qu'un cessez-le-feu, c'est une assurance de vie pour le Hamas. Donc c'est hors de question. Le cessez-le-feu sera quand le Hamas sera éradiqué de la bande de Gaza et tous les autres groupes terroristes. Le Hamas éradiqué de la bande de Gaza. C'est ce que j'ai bien dit. Bien. Pour éradiquer le Hamas de la bande de Gaza, il va falloir l'envahir, cette bande de Gaza. Il va falloir entrer dans la bande de Gaza, et notamment à Gaza-Ville. C'est dans notre intention, effectivement. C'est l'intention d'Israël, donc c'est clair. C'est clair. Oui, mais c'est pour ça qu'on demande à la population d'évacuer. Oui. Et les otages. Vous avez dit 220, hein, c'est 220, le dernier chiffre que nous avons. Confirmé, mais on risque d'avoir encore plus parce qu'il reste encore 100 personnes disparues. Donc ils peuvent soit otages, soit morts. De nombreux intermédiaires, évidemment, travaillent sur cette possible libération des otages. J'ai vu les familles des otages qui campent à Tel Aviv, oui. Et qui sont là, qui vous demandent de tout faire et de ne rien faire en même temps militairement tant que les otages sont encore aux mains du Hamas. Alors tout faire, c'est en fin de compte, c'est faire militairement, parce que si on peut relâcher les otages, je ne crois pas que ça va faire par la bonne volonté du Hamas. Il va falloir avoir une opération militaire pour les relâcher. Et c'est ce que également les familles s'attendent. Que pensez-vous de la proposition d'Emmanuel Macron qui souhaite une coalition internationale à l'image de la coalition internationale contre Daesh, qui pourrait lutter contre Daesh et contre l'État islamique, qui pourrait lutter contre le Hamas? Vous retenez cette idée ou pas? Écoutez, c'est une nouvelle qui nous a un peu surpris. Qui a surpris tout le monde, hein? Oui, oui. Et le monde arabe. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas d'être une réflexion. Et elle n'a aucun sens? Non, je dis, elle mérite une réflexion. Oui. Et parce que, d'une part, Israël s'est toujours défendu tout seul contre toutes les attaques, que ce soit des armées militaires des États voisins ou que ce soit contre le terrorisme. Donc, de ce point de vue-là, on est capable et on a tous les moyens pour lutter contre le Hamas. Mais d'autre part, le problème du terrorisme, que ce soit l'État islamique ou Al-Qaïda ou Hamas, c'est un combat global. Donc il y a beaucoup de sens qu'il y ait une coalition globale contre ce phénomène du terrorisme. Qu'a dit aussi Emmanuel Macron? La sécurité d'Israël ne peut être durable sans une relance décisive, je dis bien décisive, le mot est important, du processus politique avec les Palestiniens. Est-ce que les Palestiniens ont un droit légitime à disposer d'un territoire, d'un État en paix et en sécurité à côté d'Israël? Tout à fait, oui, c'est dans les accords d'Oslo. Et on est toujours engagé dans accords d'Oslo qui ne sont pas respectés, monsieur l'ambassadeur. Ils sont toujours respectés. Il y a toujours l'engagement politique. Maintenant, la question, et c'est ça la grande question, est-ce qu'on a un partenaire pour continuer ce processus qui a commencé en 1994, sachant que depuis 15 ans, il n'y a pas eu d'élection dans l'autorité palestinienne. Donc, il y a une question de légitimité de la classe politique palestinienne, et surtout tenant compte que le président Mahmoud Abbas n'a jamais condamné les attaques du Hamas.
Et d'ailleurs, le président Macron lui a fait la remarque hier. Vous avez bien suivi. Donc, la question est, est-ce qu'on a un partenaire pour la paix? Parce que, avec telle position qui ne condamne pas le terrorisme et qui ne veut pas se dissocier du Hamas... Avoir un partenaire pour la paix, ça veut dire aussi... Monsieur l'ambassadeur, ça veut dire aussi encourager la paix. Or, l'État d'Israël continue sa politique de colonisation. Est-ce que l'État d'Israël va cesser cette politique de colonisation? Écoutez, nous avons prouvé dans le passé que la colonisation ou les colonies ne sont pas un obstacle à la paix. Quand il y a eu un vrai partenaire égyptien avec lequel on pouvait signer un accord de paix, Israël s'est retiré de tout le Sinaï, y compris des colonies qui étaient sur place. On a donné la chance à la bande de Gaza en se disant, si l'occupation c'est l'obstacle à la paix, on va se retirer de la bande de Gaza, y compris les colonies qui étaient sur place, et on a vu quels résultats ça nous a amené. Donc ce n'est pas l'obstacle. Depuis le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou, mais les colonies, il y a eu expansion de la colonisation. Vous en convenez? De plus en plus de colons israéliens dans la région, vous en convenez aussi, qui sont installés sous la pression, par exemple, des plus orthodoxes, sous la pression aussi de nombreux Israéliens nationalistes qui sont allés s'installer dans ces régions, privant le peuple palestinien d'un territoire. Non ? Je ne vois pas ça les choses de telle manière. Je dis bien, les colonies ne sont pas l'obstacle à un accord de paix. Et nous avons aussi des revendications sur ces mêmes territoires. Donc, c'est pas qu'il y a que les revendications palestiniennes et Israël va attendre 50 ans jusqu'à ce qu'ils se décident pour... Pourquoi ne pas ouvrir aujourd'hui des négociations sur ces territoires-là? Alors, vous savez, on dit quand les armes parlent, les muses se taisent. Et on ne peut pas maintenant, quand on est en pleine guerre, parler d'accords politiques. Mais après, oui, bien sûr. Vous êtes prêt? Israël est prêt à ouvrir des négociations sur ces territoires? On souhaite. Et sur la colonisation? Tout à fait. La colonisation, c'est un des éléments qui doivent être discutés pendant les accords de paix, comme d'autres questions, la question des frontières, la question de Jérusalem, la question des réfugiés. Il y a plusieurs questions. Il y a également la question des colonies. Oui, bien, on est tout à fait prêt et on souhaite, parce que notre vrai désir, c'est en fin de compte vivre en paix avec nos voisins. Mais dites-moi, le Hamas, en commettant ces atrocités, n'a-t-il pas ramené la question palestinienne au cœur de la diplomatie mondiale? Non, je pense pas. Au contraire, parce que le Hamas, ce n'est pas la cause palestinienne, et c'est contre l'intérêt des Palestiniens. Les Palestiniens ne veulent pas vivre sous la terreur d'un groupe terroriste, et ça les met plus à l'écart justement d'un accord de paix. Ce sera beaucoup plus difficile, je ne veux pas vous cacher, de relancer un processus politique après telle atrocité. Oui, Raphaël Morav, est-ce que vous avez des preuves de l'implication de l'Iran dans les massacres du 7 octobre ? Alors, des preuves directes sur une application directe du 7 octobre, non. Ce qui est clair et ce qu'on sait depuis des années, et l'Iran même n'en a pas caché, c'est que c'est le fournisseur d'armes du Hamas, c'est celui qui a mis tous les moyens financiers pour le Hamas, c'est celui qui donne bien sûr le soutien politique. Donc le lien de l'Iran et le Hamas, il est clair. Maintenant, est-ce qu'ils savaient la date précise ou non? Pour moi, c'est une question secondaire, mais certainement, ils savaient que de tous ces préparatifs, parce que apparemment, pendant 2 ans, ces préparatifs ont été faits. Est-ce que vous pensez que l'Iran a la volonté de casser les accords d'Abraham? Accord d'Abraham avec Bahreïn, accord d'Abraham avec les Émirats arabes unis? Est-ce que entre Israël et ces pays arabes, est-ce que vous pensez que l'Iran a la volonté de casser ces accords? Tout à fait. L'Iran est contre toute stabilité dans le Moyen-Orient. Ils ont un programme tout à fait différent de faire expanser le chiisme dans le Moyen-Orient. Et pour eux, toute cette normalisation de relations entre Israël et ses voisins, notamment l'Arabie Saoudite, qui est quand même la plus grande puissance de la région, était tout à fait contraire. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont donné leur aveu. Est-ce que les accords vont se poursuivre? Les accords sont temporairement suspendus, mais je suis convaincu que les intérêts stratégiques des pays des accords à Abraham, et notamment l'Arabie Saoudite, c'est de continuer cette normalisation dans notre région. Une autre réponse sur ce qui se passe en Syrie, avec des bombardements israéliens sur des cibles militaires en Syrie. Vous avez l'aval des Russes? Je ne sais pas si on peut dire aval, mais on a une coordination avec les Russes, oui.
coordination avec les Russes. Israël a une coordination avec les Russes qui permettent à Israël de bombarder ses cibles civiles. Pas du tout civiles, de bombarder des civils. Excusez-moi, militaires. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui, les Russes contrôlent l'espace aérien syrien. Bien sûr. Et donc il y a une coordination pour éviter des accidents non désirables. Oui. Voilà. Et pourquoi cette coordination ? Quel est l'intérêt des Russes, selon vous ? Il faut leur demander. Mais vous en discutez avec eux, j'imagine. Je viens de dire qu'on a une coordination. Les liens avec Vladimir Poutine sont toujours étroits ? Il n'était jamais étroit, mais c'est un acteur qu'il faut tenir compte, surtout parce que, comme dit bien, il se trouve en Syrie, donc c'est en fait à notre frontière, et également c'est un acteur important dans la région, et on tient compte de la Russie, bien sûr. Je voudrais élargir un peu le débat, monsieur l'ambassadeur. Begin, Rabin, Sharon, de grands noms de la politique israélienne, avaient le sentiment de la vulnérabilité d'Israël. Est-ce que les dirigeants israéliens d'aujourd'hui l'ont toujours, ce sentiment de vulnérabilité ? Bonne question, je pense que oui. Oui, c'est dans notre peut-être nature juive également. C'est pas une question seulement d'Israël. On est vulnérable. On est toujours un petit pays ou une petite nation ou une minorité si c'est dans des autres pays. Donc la vulnérabilité toujours fait partie de notre existence. Mais monsieur l'ambassadeur, comment préparer une future paix quand dans son gouvernement, Benjamin Netanyahou a à ses côtés 2 ministres favorables à l'annexion de l'intégralité de la Palestine, de Gaza, en passant par Jérusalem-Est ? Écoutez, s'il y a une vraie proposition de paix et une vraie possibilité avec un interlocuteur sérieux et sincère pour la volonté, je suis sûr que M. Netanyahou pourra trouver l'accord malgré ses partenaires, parce qu'il y aura de la coalition actuelle, parce qu'il y aura d'autres partenaires qui donneront. Donc ça va bouleverser la politique israélienne. Certes, bien sûr. Évidemment. Évidemment, d'autant plus que j'ai vu les déclarations, notamment de responsables de partis religieux, qui ont dit, juste avant le 7 octobre, que le Hamas est notre chance. Je l'ai lu. Vous l'avez lu aussi, comme moi. Le Hamas est notre chance. Un renforcement du Hamas permettant de freiner tout processus de paix. Vous avez lu ça comme moi. Vous avez entendu ça comme moi. Et alors ? Je vous pose la question, que faire de ces extrémistes ? C'est dans la politique, il peut y avoir des divergences d'idées et des divergences d'opinions. Et c'est bien sûr, ça fait partie d'une analyse qui peut-être aujourd'hui, on se réalise qu'elle est erronée. Mais voilà, ça veut rien dire sur le futur. Eux, ils ne croient pas qu'il y a un véritable partenariat, une véritable possibilité d'aller vers une paix. Et donc, selon eux, voilà, le Hamas, c'est un élément qui va toujours bloquer toute avancée. Mais la réalité peut s'avérer différente. Des enquêtes seront ouvertes après la guerre pour déterminer toutes les responsabilités sur ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Oui, sans aucun doute. Sur les crimes du Hamas et sur le manque de protection de la population israélienne. Tout à fait. Premièrement, c'est les Israéliens eux-mêmes qui exigent de comprendre comment plus de 1400 de leurs citoyens et soldats ont été morts à une attaque qui ne devait pas avoir lieu. Voilà, donc j'en reviens. Est-ce que les extrémistes dont nous parlions il y a un instant les extrémistes israéliens sont parfois des alliés objectifs du Hamas ? Non, je pense pas. Non, bien sûr que non. Il y a les extrémistes israéliens, ils sont très différents dans le comportement parce qu'ils ne commettent pas des massacres, ils ne commettent pas des assassinats. Ils ont un discours politique, voilà, qui dit que en fait, dans la réalité où nous vivons, les Palestiniens ne veulent pas vraiment la paix avec Israël. Ils souhaitent anéantir Israël, et donc on doit prendre les mesures pour être prêt et faire face et ne pas se mettre dans des illusions de paix. C'est un peu ça leurs propos, qui disent qu'en fait la paix c'est une illusion. Bon, c'est une analyse politique que la plupart d'Israël ne partagent pas, mais elle existe. Vous savez ce que dit le pape François ? La guerre est toujours une défaite. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, je ne suis pas d'accord. Des fois, le choix moral, justement, c'est de réagir avec force. Quand il s'agit justement de barbares et qui font des atrocités comme le Hamas, se taire ou dire « je ne vais pas réagir », c'est en fait légitimiser ce qui va se passer. Et c'est en fait inviter
dans le futur proche, une nouvelle attaque de ce type-là. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il est tout à fait moral de réagir avec force et violence. En France, de nombreux Juifs ont peur. Vous l'entendez, j'imagine. Vous recevez cette peur à l'ambassade. Vous sentez qu'il y a cette crainte chez les Juifs en France? Écoutez, j'ai rencontré les dirigeants de la communauté juive. Oui. Ils me disent qu'ils sont confiants et rassurés des fortes mesures que les autorités françaises ont prises. Néanmoins, on sait qu'il y a plus de 300 incidents antisémites en France. Donc, il y a toutes les bonnes raisons pour prendre les mesures nécessaires. Cela ne veut pas dire qu'on ne craint pas, parce qu'il n'y a pas 100% de sécurité. Vous sentez une forme d'antisémitisme dans une partie de la classe politique française? Peut-être, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire quel parti et quel... Non, je ne rentre pas dans le, dans le débat politique interne français, mais... Comment avez-vous reçu les remarques, soyons directs, disons les choses, les remarques de la France Insoumise, par exemple? Alors, écoutez, pour moi, ce n'est pas une question politique, c'est une question de discernement moral. Toute personne, peu importe la couleur politique, qui n'appelle pas les atrocités du Hamas des actes terroristes, et le Hamas, une organisation terroriste, je crois qu'il manque de discernement moral, voire humain. Voilà, c'est tout. Quand on voit ces atrocités, ne pas avoir de compassion, je crois que c'est... C'est simplement un manque de discernement, vous pensez? C'est rien de plus? Discernement moral, oui. Moral, rien de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je sais pas, un antisémitisme latent. Ça c'est des questions d'interprétation. Moi, je dis sur les faits, voilà. Moi aussi, je ne dis pas. C'est la réalité. Je pose simplement la question et j'aime bien poser des questions. Alors, j'ai une dernière question. Il y a des manifestations pro-palestiniennes qui sont autorisées en France. Vous comprenez cela? Une démocratie peut-elle les interdire ou pas? Alors, comme démocrate, je suis tout à fait pour le droit d'expression, le droit de manifestation. Certes, c'est très important, mais il faut mettre une ligne très distincte et très claire entre cela et l'apologie du terrorisme, les appels à la violence, aux actes antisémites, etc. Et ça, c'est une ligne qui doit être bien claire. Tout tant que les manifestations sont pacifiques et dans le droit démocratique d'exprimer ses opinions, je suis tout à fait favorable. Si c'est pour inciter la haine et la violence, bien sûr, je crois que tout Français est contre. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'être venu nous voir, Raphaël Morave, ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h55, presque 56. Vous savez que vous pourrez réagir après les infos de 9h.